Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Emmanuel Ayache, quelqu'un qui pratiquait les arts martiaux depuis tout petit, puis un jour il se fait agresser et il arrive à rien faire du tout en situation d'agression. Du coup il s'est dit c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de me défendre dans la rue, et il a trouvé le Krav Maga, ce qui l'a amené plus tard à intégrer l'armée en Israël et tout ça. Donc il a vraiment un parcours très intéressant. Et on aborde les problématiques actuelles de l'insécurité, comment se défendre dans la rue, mais plein d'autres choses dans cette conversation. Je suis sûr que tu vas adorer. Je te laisse la découvrir tout de suite. And now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Allez, on va rentrer directement dans un sujet un petit peu dur, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais qui peut être un peu polémique ou pas toujours évident à aborder. C'est la self-défense, ta spécialité avec le Krav Maga, mais pour les femmes. Parce que moi, j'ai une croyance qui est peut-être fausse, mais que c'est très compliqué pour une femme de se défendre face à un homme vraiment décidé à lui faire mal. Et du coup, je voulais qu'on discute un petit peu de ça pour éventuellement changer d'avis sur la question, ou voir peut-être qu'on partage l'avis, mais je trouve qu'il y a une sorte de, pour moi, un peu de fausse croyance, que tu vois, ça fait des... Enfin, j'ai remarqué qu'il y a eu des films, des séries, tout ça, tu vois, début des années 2000, on a commencé à mettre des femmes en héros qui cassent la gueule à tout le monde, tu vois, et c'est top. Mais du coup, les gens, j'ai l'impression que maintenant, ils se disent, ouais, c'est tout à fait possible, tu vois. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est quand même très compliqué, tu vois. Ça dépend qui t'as en face et tout, mais une femme, est-ce que, de ton expérience, une femme qui est pas à s'entraîner 5 heures par jour, qui fait ses 2-3 cours par semaine, face à un agresseur qui est là, pas juste pour la menacer, mais vraiment pour la violenter, comment ça se passe ? D'abord, effectivement, on rentre dans le dur direct. Ah ouais, direct. Là, t'as vu, il n'y a, Sans transition. Il n'y a pas eu d'échauffement. Donc, c'est très bien. J'ai plusieurs éléments de réponse. Ouais. Le premier élément de réponse, c'est la fameuse phrase « Quoi que tu dises, tu as raison ». Donc, fais attention à ce que tu vas dire. Ouais. Parce que si je me dis « De toute manière, je suis une femme, je vais me faire éclater la tête », il y a de fortes chances que ça se passe, quoi. La deuxième chose, c'est le mental. Ouais. Et moi, je préfère quelqu'un qui pense qu'il va réussir, mais peut-être qu'il va échouer, plutôt que quelqu'un qui croit qu'il va pas réussir et qui va pas réussir en tous les cas. Ouais. C'est un peu relié avec la première chose que je t'ai dit, mais c'est vraiment l'aspect mental, quoi. Et le seul fait de se dire, je peux faire quelque chose, je peux faire du mal, je peux être capable de réagir, ça va changer sa posture, ça va changer sa respiration, ça va changer son regard, ça va tout changer. Et du coup, la sélection de la victime en situation de rue, elle va peut-être être modifiée juste par ça. Ouais, sur ça, je suis complètement d'accord. J'en ai parlé plusieurs fois, mais même, tu vois, on me dire, je sais pas, moi, je donne des cours de Wing Chun, on me dit, ouais, le Wing Chun, ça marche pas, ou je ne sais pas quoi, tout ça. Ça peut marcher, déjà, c'est la manière dont on s'entraîne, mais surtout, c'est la confiance que ça va te donner. Ça fait qu'effectivement, on va moins te choisir comme victime, ou qu'en cas de confrontation, tu vas avoir une confiance qui va te permettre, au final, une assurance de désamorcer, ou que l'autre, il sente que ça va pas être facile, même si peut-être après, en pratique, ça va pas bien se passer pour toi, mais effectivement, ce gain-là d'assurance et de confiance, il te sauve, tu vois. Mais c'est plus sur vraiment une fois que c'est... Enfin, si ça se passe... Ouais, une fois que c'est parti, c'est parti. Pour moi, c'est la même chose que quand tu mets Conor McGregor sur un ring, dans les règles de l'anglaise, avec Mayweather en face, quoi. Le mec, c'est toute sa vie, il s'est entraîné sur autre chose. Là, tu le changes les règles. Effectivement, dans un cadre hyper cadré, bah, c'est celui qui s'est entraîné le plus à ça qui gagne, quoi. Donc, une femme, tu lui mets le cadre de la rue avec un mec qui est un Golgoth en face. On enlève tout ce qui est pré-combat. Ça veut dire, j'aurais pas dû me retrouver dans cette rame de métro, j'aurais pas dû sortir à cette heure-ci, j'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça, j'aurais pas dû être seul, On enlève tout ça, on enlève tout ce qui est des escalades de la violence. Ouais. Bah, quand le combat commence, les chances sont pas de son côté, quoi. Ouais. On dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est une vieille phrase, mais la meilleure défense, c'est aussi tout ce qui se passe en amont, quoi. Ouais, tout ce que tu as dit là. 95% de la violence sociale, pardon, tu peux gérer, quoi. Ouais. Tu peux gérer, tu peux communiquer. À la limite, tu prends une baffe dans la gueule, tu gardes ta distance et tu continues à communiquer.
le pourcentage de chances de se retrouver face à de la violence asociale où le mec, voilà, il a envie de te violer, il a envie de te tuer, etc., il est vraiment beaucoup plus faible. Et quand ça arrive, après, et ça c'est la deuxième voie, dans la self-défense, on enseigne quand même des choses qui sont hors normes sur un ring. Et parfois, juste un doigt dans l'œil, bah, ça peut suffire pour créer l'opportunité pour se barrer en courant. Ouais. Et voilà, la fille, elle est à moitié à poil dans la rue, elle est en train de se faire violer. Elle arrive à mettre le doigt dans l'œil. Le mec met ses mains au visage, elle le pousse et elle commence à courir. Tu vois, pour moi, j'ai fait mon travail, quoi. J'ai transmis les bonnes informations, Ouais. je lui ai dit qu'elle pouvait faire quelque chose et puis c'est fini, quoi. Mais sur un ring de boxe, sur un ring de MMA, non, je pense pas que... Dans un cadre sportif, on Ouais, sait dans un cadre que sportif, c'est mort, quoi. c'est très très compliqué. Ça reprend les mêmes choses que les catégories de poids. Voilà. On a vu quelques femmes, mais qui avaient vraiment souvent un haut niveau en JJB, qui arrivaient à battre des hommes débutants, Ouais. tu vois. Ouais. Mais après, à niveau égal, bon, C'est mort. c'est pas possible. C'est- Mais c'est vrai que ouais, c'est dans la rue. Ouais, moi, ça me paraît toujours compliqué. Parce que je suis d'accord sur le fait que, effectivement, tu vois, la confiance, c'est hyper important. Et en même temps, faut pas que ce soit une confiance aveugle, dans le sens mette en où. danger. Parce que moi, c'était mon argument aussi sur autre sujet à polémique qui avait pas plu à beaucoup de gens du Krav Maga, mais j'avais fait une vidéo sur le fait que moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de bonne défense sur le couteau. Elle n'avait pas plu, cette vidéo, mais bon, je donnais juste mon avis. Hein. Après, Yes. libre à chacun de le partager ou pas. Mais c'était un peu, si tu veux, mon argument, quoi. C'est-à-dire que j'avais ce sentiment que donner trop confiance à quelqu'un, par exemple, face à un couteau, mais ça pourrait être donner trop confiance à une femme face à un homme vraiment décidé à lui faire mal, ça peut l'amener à faire quelque chose qui va envenimer la situation et au final se passer encore plus mal pour elle que si elle avait rien fait, tu vois. 100% d'accord avec toi. Et donc c'est 100%. pour ça que je trouve que l'équilibre est hyper compliqué. Le prof de self-défense qui va te dire, grâce à mes cours, tu vas devenir Superman, tu vas devenir Jason Bourne, tu peux tout maîtriser, faut se barrer en courant, quoi. Ouais. Moi, la plupart de mes messages avec mes élèves, c'est coopérer, barrez-vous, faites en sorte que vous n'ayez pas besoin de combattre, quoi. Ouais. Et vraiment, quand il n'y a plus le choix, le mec, il a sorti son couteau, il n'est pas là pour te dépouiller, il est là pour te crever, bah, il faut faire quelque chose, quoi. Il Ouais. faut faire quelque chose et en même temps, essayer de trouver l'opportunité pour se barrer le plus vite possible. Donc c'est vraiment la façon d'enseigner, la pédagogie d'enseignement, et puis après, ouais, les techniques utilisées. Ouais. Mais tu vois, ça vient quand même bien en retard, quoi. En dernier, la première chose, c'est qu'est-ce que je veux mettre dans la tête de l'élève. Et effectivement, il y a une partie vraiment de construction de confiance en soi, il y a une partie de logique, tu vois, je dirais, c'est de la logique de combat dans la rue, où il y a 10 mecs qui t'attendent dehors, bah ne sors pas, en fait. Ferme Oui. ta porte, appelle les flics, et puis c'est fini, quoi. Mais oui. Il n'y a Non, pas de Clairement, il y a logique, beaucoup quoi. de gens qui manquent de clairvoyance et d'anticipation, tu vois. Je sais que dans mes amis, dans mes élèves, il y a beaucoup de gens qui sont dans les forces de l'ordre et tout ça, et qui me disent, des fois, on voit les vidéos d'agression, des trucs dans le métro et tout, où en fait, clairement, les gens, ils auraient dû le voir, tu vois. Parfois, ils l'ont vu, mais ils se sont dit, non, ça m'arrivera pas à moi. Et en fait, si, tu vois, Ouais. t'arrives face à un groupe qui a l'air un peu suspect et tu gardes ton téléphone à la main, t'aurais peut-être dû le ranger et t'aurais peut-être dû prendre un autre chemin, tu vois. Ouais. Même si ça peut te dire, ah, c'est de la paranoïa, et on se dit, ah, j'ai pas envie d'être paranoïaque, mais en fait, bon, bah, parfois, vaut mieux. Pour moi, c'est de la logique voilà. de rue. La logique de combattant. Souvent, mes élèves, ils me disent ouais, moi, je suis en voiture et un mec qui me traite de connard, je sors. Hein. Je dis, mais pourquoi tu sors? Il dit, quoi, tu sors pas, toi? Je dis, mais pourquoi je vais sortir? Bah oui. C'est quoi le but? Mais Le mec oui. qui me connaît pas, il me traite de connard, Mais c'est bah, ça. super. Merci, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Ça Exactement. m'a fait plaisir de vous rencontrer. Mais oui. Mais, Pourquoi quelqu'un qui ne te connaît pas, du coup, qui t'insulte juste pour te provoquer, en fait, puisqu'il te connaît pas, C'est c'est ça. basé sur absolument rien, pourquoi ça t'atteint déjà? Faut se poser cette question-là, quoi. c'est ça. Là, d'ailleurs, avec Greg MMA, on avait ce désaccord-là, un long passage, je crois, de notre podcast sur ça. On n'avait pas du tout la même vision. Pour moi, c'est vraiment l'ego qui parle. Ouais. Alors, on t'insulte, Exact. ou on insulte ta mère, ou Exact. ta sœur, ou Exact. je ne sais quoi. Exact. C'est ton honneur tu vois, de C'est laver ça. cette insulte. Non, c'est juste ton ego qui est en train de parler. C'est ça. Tu vois J'ai eu le cas dans un des stages que j'ai donné. Et c'était une femme qui m'a dit ça. En plus, un petit gabarit, débutant en Krav Maga. Elle me dit moi, de toute manière, si on m'insulte, je frappe. Ouais.
Je suis resté comme ça. Et elle me dit, et si on insulte ma mère, je frappe encore plus fort. Je dis, non, mais tu peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'elle se conditionne elle-même à rentrer dans une situation complexe. Bah oui. Donc, Qui va sans doute mal finir pour elle. Ouais, qui va sans doute mal finir, ouais. Eh Et donc ça, c'est les croyances, c'est comment tu as été élevé, c'est l'éducation, c'est l'ego, c'est toutes ces choses-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reconditionner ça pour avoir besoin de bouger quand il y a besoin de bouger, quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose du coup que tu essayes d'inclure dans tes programmes, dans tes cours Ouais, à 100%. Cet aspect-là, parce qu'il y a souvent la partie du coup externe, qui est la pratique en elle-même, les techniques, comment réagir physiquement. Mais je pense que plus qu'encore que dans les sports de combat, dans la self-défense, l'aspect psychologique, ton discours intérieur et tout ça est hyper important. Mais c'est pas évident à adresser, tu vois, parce que les gens qui viennent dans un cours de Krav Maga, ils veulent aussi transpirer, ils veulent bouger, machin et tout. Si tu leur fais que de la théorie sur comment ça doit se passer dans leur tête, machin et tout... En fait, la théorie, je la distille pendant le cours pour qu'ils comprennent pourquoi ils font ça. Et l'autre chose, c'est que de temps en temps, je propose aussi des scénarios training. Et dans le cadre de scénario training, bon, tu as tout le scénario qui se déroule, tout est filmé. Quand on débrief, on va poser la question. Pourquoi tu lui es rentré dedans, là? Ah, il m'a poussé, oui, il m'a insulté. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Est-ce que tu n'aurais pas pu juste garder ta distance? Ouais, mais on est là pour se frapper. Non, on n'est pas là pour se frapper. On est là pour savoir comment réagir de façon efficace dans la rue. Si tu es là pour te frapper, va faire de la compète, va faire de la boxe, va faire du coco, va faire ce que tu veux. Et la deuxième chose qui est importante, donc c'est tu mets en danger ton intégrité physique, si jamais tu prends des mauvaises décisions. Et la deuxième chose, c'est que tu te mets en danger par rapport à l'aspect légal aussi. Parce que le mec qui va en découdre avec n'importe qui, si l'autre, l'agresseur, porte plainte contre toi, il y a des fortes chances pour que ça se passe mal. Exactement. Alors ça fait polémique sur les réseaux. Vaut mieux être porté par 12 que jugé par 6 ou je sais pas quoi, bon, peu importe. Mais enfin, la loi, elle est quand même là, quoi. Et faire de la tôle ou avoir une ligne sur le casier, etc., c'est pas terrible. Et moi, en tant que prof de Krav Maga et en tant que responsable d'une organisation, c'est mon rôle de transmettre ça pour pas que les gars fassent n'importe quoi, tu vois. T'as des cours de self où les gens ils vont apprendre à péter les cervicales, où les gens ils vont apprendre à finir le mec au sol. Bon, dans un cadre militaire, ça me choque pas. Et encore, tu vois, il y a encore des règles aussi, même dans l'armée. Mais dans un cadre civil, moi, tu vois, c'est en dehors de ma façon de travailler, en dehors de ma façon d'éduquer mes élèves, quoi. C'est de l'acharnement, après. Ouais. Mais alors, j'ai l'impression que ça change quand même ces dernières années, mais on a eu toute une vague quand même, effectivement, dans le début des années 2000, qui a duré longtemps, qui était vraiment, c'est de la self-défense, c'était du finish him, quoi. Fallait... les racines de la self-défense, le close combat militaire, on désarme le couteau, on plante le mec, etc. C'est hyper dangereux. Et surtout qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, je pense, qui psychologiquement croient qu'ils pourraient le faire, mais en fait, qu'ils peuvent pas le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, même dans des cours particuliers, une fois, j'avais eu deux nanas, je me rappelle, il y en a une des deux, elle était... En fait, dès que je la mettais en situation, elle était incapable de frapper. Et elle se figeait, la violence... j'étais pas hyper violent avec elle, je lui mettais un bouclier devant et je commençais juste à parler un peu plus fort et tout, et elle arrivait à rien à faire, quoi. Ça bloquait complètement. Et d'autres fois dans des cours aussi, j'ai eu pareil, une femme comme ça qui était avec une copine et pareil, qui arrivait pas du tout à frapper. Je disais, mais qu'est-ce que tu vas faire si on t'agresse? Elle dit, rien. Pourquoi elle était venue en cours? Je crois qu'elle savait pas trop. Elle était venue avec sa copine. Ouais, elle a suivi le mouvement. Et voilà, quoi. Peut-être que sur l'idée, elle se disait qu'elle aurait pu faire un truc, mais elle s'est rendu compte que factuellement, même dans un faux contexte, c'est-à-dire que tu sais que tu es dans un cours, tu sais que tu es en train de frapper en plus sur une cible, même pas sur quelqu'un, tu n'y arrives déjà pas, quoi. Et il y en a qui vont quand même continuer à se mentir eux-mêmes, c'est se dire, oui, mais en vraie situation, j'y arriverai. Moi, j'ai du mal à y croire. Si tu n'arrives pas déjà à frapper sur un bouclier... tu vois, il y a une partie de vérité, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment comment on va réagir à 100% dans la rue, sauf que tu as plus de chances de t'en sortir si tu as eu un bon conditionnement et un bon entraînement plutôt que si tu n'as jamais rien fait, quoi. C'est ça. Ça veut pas dire que le mec qui s'est jamais entraîné va pas faire un truc dingue dans la rue et être un vrai héros, mais ça veut dire que tu maximises les chances de t'en sortir si jamais l'entraînement est bien fait. Et il faut savoir, je pense, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai une tendance à te dire aussi des fois... faut être plus méchant que l'autre, mais pas toujours, pas que physiquement, mais
mentalement aussi, où il faut avoir une volonté supérieure à la sienne. Ouais. Mais ça peut mener justement à de l'acharnement si tu te laisses trop aller, tu vois. Mais ça, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité. Moi, j'appelle ça le switch. T'es dans ton quotidien, tout va bien, machin et tout, et d'un seul coup, tu rentres dans un truc de violence, il y a quelqu'un qui vient et là, tu vois, t'es pas du tout dans l'état d'esprit. Il faut réussir à activer un interrupteur qui dit OK, là, je suis en mode survie, et là, je vais devoir faire quelque chose de potentiellement violent, tu vois. Et ça, c'est très dur, je trouve, à entraîner, quoi. Il y a deux choses. Il y a un, il faut savoir que ce bouton, il existe. Savoir comment appuyer dessus et surtout savoir quand relâcher la pression. Parce que comme tu as dit à plusieurs reprises, l'acharnement, le mec qui sait pas switcher, il est mort. Si jamais il répond pas au niveau de violence au moins égal à ce qui se passe devant lui, il va y avoir un problème. Mais le mec qui sait pas s'arrêter, il est mort aussi. Parce que là, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière, quoi. Ouais, puis tu perds de la lucidité, quoi. Tu vois plus rien, tu fais plus attention à ton environnement. Si t'es accompagné, ta femme, tes enfants, etc., tu prends plus en compte ces personnes. Donc, c'est vraiment... Il y a la notion de savoir déclencher ça chez son élève et il y a la notion de savoir le contrôler. Moi, je trouve que c'est pas facile à faire trouver sur les... Moi, je sais que c'est un truc que j'ai naturellement depuis que je suis petit, un peu, j'étais très bagarreur et je pouvais m'énerver très vite. Mais justement, j'ai appris après à maîtriser, maîtriser le bouton. Le moment où tu l'as allumé, de réussir à l'éteindre, ça c'était le plus dur quand tu arrives à l'allumer trop facilement pour apprendre à l'éteindre. Mais il y a ceux qui n'arrivent pas à l'allumer, bah ça, je trouve ça très dur de l'apprendre, tu vois. Et je sais pas si c'est un truc, toi, à travers peut-être tes scénarios et tout, que tu Moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus parce que j'étais instructeur à l'armée en Israël. Et l'idée, c'est comment tu prends des gamins de 18 ans et en quelques séances, il faut réussir à leur inculquer ça, quoi, le switch. Où, moi, je travaillais pendant les classes des soldats et les classes en Israël, elles durent 6 mois. Donc vraiment, j'avais le mec qui sortait de la terminale, quoi. Il sort de la terminale, il rentre à l'armée, donc je travaillais avec les unités combattantes et certaines unités commando. Et il fallait absolument leur faire entrer en eux cette notion de switch, comment le développer, comment l'atteindre et comment utiliser cette détermination hors norme, quoi. Donc il y a beaucoup d'exercices qui existent. C'est des exercices qui sont en général pas hyper agréables à vivre. Donc dans le monde civil, tu vois, si je te donne un exemple par rapport au pourcentage, quand j'étais à l'armée, 80% de mon cours, donc c'était des cours de 2 heures, c'était sur le switch. Travail de l'agressivité, de la détermination, du courage, du focus, etc. Et 20% de technique. Dans le civil, c'est complètement l'inverse. Je fais 80% de technique, et s'il t'attaque devant, et s'il t'attaque sur le côté, et s'il t'attaque par derrière, et s'il machin, etc. Et 20% de détermination. Une des raisons, c'est que les civils, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'un militaire. Le civil, il va pas être dans un camion ou en retrait pendant des heures à attendre le top départ pour l'assaut. Et la deuxième raison, c'est que le civil, il va s'entraîner 3-4 fois par semaine. Il vient aussi pour se faire plaisir. Il vient aussi pour passer un bon moment. Donc si pendant 2 heures, tu es en train de lui démonter la tête pour aller chercher en lui la limite et essayer de l'emmener toujours un peu plus loin, ça va pas être hyper agréable pour lui. Et ça me fait penser, c'est un truc con, mais dans une série que je regardais là, qui s'appelle Yellowstone, avec Kevin Costner, bon, c'est un truc avec des cow-boys, tout ça, mais de nos jours, mais tu vois, c'est vraiment des cow-boys dans tous les sens du terme, ils s'en foutent un peu de la loi, tout ça, et bref, t'as une scène où à un moment, où Kevin Costner veut rentrer dans le bureau d'un mec qui lui a fait un sale coup, et il a une sorte de garde du corps à l'entrée et tout. Il lui défonce la gueule, tu vois. Et après, quand il ressort du bureau, l'autre est en train de se réveiller, il fait « Putain, c'était quoi ta technique ?» Il fait « Il n'y a pas de technique, je suis juste plus méchant que toi. » Et j'ai trouvé que la phrase, elle était bonne. Il n'y avait pas de technique, c'est juste il a été plus méchant, quoi. Et c'est vrai que parfois, pour s'en sortir, il faut être capable d'être méchant, tu vois. Mais dans la société actuelle, on est tellement dans le contrôle et il faut... Enfin, tu vois, tu as le droit de rien faire, il faut faire attention à tout ce que tu fais. Et du coup, c'est un truc qui devient... qui est même pas enfoui. Il y en a chez qui... la capacité physique d'être méchant, violent, elle existe quasiment pas, quoi. Ça, c'est dans le système éducatif depuis tout petit. Tu sais, naturellement, les enfants, ils vont aller tirer les cheveux. Naturellement, les enfants, ils vont pousser. Et qu'est-ce qu'ils entendent tout de suite ? Ne fais pas ça, ne pousse pas, ne tire pas les cheveux, tiens-toi bien, dis-lui pardon. Donc, il y a un aspect de conditionnement.
on peut dire que c'est bien pour notre société. Sauf que parfois, et dans la spécificité de la self-défense, Ouais. bah, il y a besoin d'aller chercher ses ressources. Hmm. Il y a besoin de les retrouver, il y a besoin d'aller les déclencher. Et les gens sont choqués, tu vois. Bon, je pense que ça doit t'arriver aussi au club. Tu vois des élèves, tu leur demandes de faire du combat, ils se touchent pas. Hmm. Mais non, mais Ouais. vas-y, percute. Ah, j'ai peur de lui faire mal. Hmm. Ah, mais t'as des gants. Oui. Ouais, mais quand même, j'ai peur de. Ah, Ouais, mais on mais tape que dans le torse. Ouais. Ah, mais quand même. Bah Il oui. y a une tonne de limites. S'il est déjà limité à ce niveau-là, Ouais. c'est sûr que dans la rue, ça va pas bien se passer. Donc, progressivement, petit à petit, il faut l'emmener et abattre les barrières, quoi. Ouais. Mais c'est un vrai travail qui est pas facile à faire, hein. Et justement, ça me fait penser, donc on va venir un peu sur comment t'es arrivé en Israël et tout ça, mais autre interrogation que je me pose souvent, parce que je sais que le Krav Maga est beaucoup utilisé dans l'armée, dans le monde entier. Tu vois, bah, l'autre fois, il y avait même la Légion étrangère, la Major Gérald, qui disait qu'il faisait du Krav Maga, tout ça. Exact. Mais je m'interroge parce que dans quel contexte une section d'élite ou un militaire va avoir besoin de techniques à main nue? Il n'y a pas besoin. C'est ça que je Il y a comprends besoin. pas. C'est vraiment que du mindset, de l'état Ouais, d'esprit. c'est que pour le mindset, C'est alors. que ça. Le pourcentage de chances que le militaire il se retrouve seul, sans arme, dans une Bah, situation d'étranglement, Tu vois? ça n'existe pas. Ou même, Ça n'existe alors pas. c'est bien de travailler les défenses couteau et tout, mais défense main nue contre couteau, Non, théoriquement, c'est qu'il a fait une sacrée connerie s'il se retrouve tout à à main fait. nue face Tout à à un fait. couteau, quoi. Tout à fait, tout à fait. Tu vois Tout à fait. Et Et, du encore coup, plus si c'est des unités spécialisées, des colonnes d'assaut, etc. Sauf que, bon, ça dépend de la réalité. Parfois, ça arrive. Moi, je me souviens d'une vidéo que j'ai vue là récemment sur une attaque au couteau en Israël, Ouais. où le terroriste court peut-être une quinzaine de mètres sur un groupe de policiers ou un groupe de militaires avec un couteau. Ok. Et la première réaction de la personne, il est tellement surpris, ça a été de faire un coup de pied direct. Ouais. C'est-à-dire, il a pas eu le temps d'armer, il a pas eu le temps d'utiliser son arme, il a fait un coup de pied direct, après il a reculé, il a commencé à s'enfuir. Ouais. Et l'autre lui courait derrière. Pendant qu'il s'enfuyait, il a armé son arme, il s'est retourné, il a tiré. Ouais. Donc, bon, dans cette situation-là, je pense que le Krav Maga lui a vraiment sauvé la vie. Sauf que tu vois, encore une fois, c'est des techniques simples. Oui, il n'y a rien de... Je t'ai dit, hein, quand j'étais à l'armée, j'enseignais 10 techniques. Sur 6 mois, 10 techniques, pas plus que ça. Ouais. Et même dans le combat, parce qu'on faisait énormément de combats, puisque c'est un des outils pour travailler la détermination, il n'y avait pas de défense. Ouais. Il n'y avait que l'attaque. Bah, tu vois, on a une fille qui faisait de la boxe thaï ici, à qui c'est arrivé alors, boxe thaï, tu vois, mais boxe thaï, ce qu'ils en appellent le tip, quoi, c'est le coup de pied direct, très utilisé aussi. Bah, de ce qu'elle nous avait dit, a priori, on l'avait mis comment ça s'appelle, GHB, non, comme la drogue du violeur là dans son verre. Elle a commencé à sentir que ça allait pas. Okay. Et elle est sortie du bar. Il y a un mec qui venait vers elle. Elle a mis un gros front kick. Ça a suffi pour C'était tout. Pour le décourager. Elle a eu le temps de rentrer chez elle, tu vois. Ouais, c'est les choses simples. Ouais. Les choses simples. Après, le Krav Maga, parfois, bon, tu regardes le cahier technique, on a 15 grades, plein de techniques. Mais encore une fois, on a transformé un système hyper pratique, pragmatique, militaire en un art et un vrai système de vie et de compréhension et de progression. Quelqu'un peut faire 15 ans de technique de Krav Maga et continuer à apprendre des choses et à améliorer, etc. Mais à ce moment-là, tu pratiques plus pour la self-défense. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des cours, j'ai créé mon système de self-défense et tout, je faisais des cours collectifs, j'ai fini par arrêter parce que je voulais rester que sur des choses qui me semblaient applicables. Et mais au bout d'un moment, tu as vite fait le tour. Oui, et tout à fait. les élèves, il y en a qui trouvaient ça bien parce qu'on faisait aussi pas mal de scénarios et tout ça. Donc ça les amusait. Mais techniquement, on refaisait un peu tout le temps la même chose. Et en fait, tu fais 1 an comme ça, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, les gens sont là. Ils en ont un peu marre. Ouais, on fait tout le temps la même. Bah ouais, en fait, on fait tout le temps la même chose parce qu'il n'y a pas 40 trucs qui vont marcher, quoi. Et je trouve que c'est pas. Du coup, c'est pas évident d'enseigner ça à du public en loisir, en réalité, parce qu'ils viennent quand même pour le loisir. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on va aborder ça aussi, pourquoi tu as commencé le Krav Maga, mais souvent, la raison pour laquelle on commence un art martial, un sport de combat, un système de self-défense, c'est pas du tout la même que celle pour laquelle on continue, tu vois. Et effectivement, si tu peux arriver au Krav Maga au départ parce que tu as un sentiment d'insécurité, tu as envie d'apprendre à te défendre, les 15 grades, machin et tout, enfin, ça y est, tu sais te défendre et machin, et après tu sors de ça parce que techniquement tu fais des trucs qui sont plus du tout en fait réalistes entre guillemets, dans le sens où c'est trop
raffiné, tu vois, pour que ça soit un cas que tu risques de rencontrer, tu vois. Mais si tu veux garder les gens et leur permettre de continuer à pratiquer, mais juste pour le plaisir, parce qu'il faut accepter que, enfin, pour moi, les arts martiaux, les sports de combat aujourd'hui, c'est comme tu as envie de faire du tennis. Je vais pas te dire, tu fais pas de compète, pourquoi tu continues à faire du tennis, tu vois. Et tu vois, je vais pas te dire. Le plaisir de s'entraîner. Le plaisir de pratiquer cette activité qui te fait te sentir bien et tout ça. Et pour moi, les arts martiaux, les sports de combat aujourd'hui, c'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et Tout à fait. donc. Il y a un exercice que je fais faire à mes instructeurs parfois, parce qu'ils ont aussi cette crainte, les instructeurs, en se disant mais le cahier technique est tellement riche, comment on peut faire pour maîtriser toutes ces techniques, etc. Et je leur fais l'exercice suivant. Regarde, il y a un élève qui vient vers toi et qui te dit, regarde, j'ai qu'une seule heure de Krav Maga à faire. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Je pars là demain, pendant 6 mois, dans un pays un peu chaud, 1 heure. Ouais. Et donc, tu vois, il se met en place des choses dans la réflexion de l'instruction sur, mince, choisis quoi sur ces 15 grades, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui va être le plus efficace ? Je pense que c'est la démarche que tu as fait quand tu as monté ton système. Ouais. Et après, c'est, OK, cet élève, il dit, j'ai une journée avec toi. J'ai 8 heures. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Et on va jusqu'à 15 heures, 20 heures, quoi. Mais c'est plus la même démarche. Ouais. C'est plus la même démarche que je viens 3 fois par semaine pendant 10 ans, pendant 15 ans. Moi, ça fait 20 ans que je pratique avec le même maître, le Krav Maga. Je m'éclate à peaufiner, à affiner, tu vois, tu comprends les choses encore différemment. Pour moi, c'est des niveaux de maîtrise, quoi. Mais si on revient sur le vrai problème de base, je veux me sentir en sécurité dans la rue. Fais 3 ans, ça suffit. T'as tous les outils nécessaires, quoi. Mais c'est intéressant d'essayer de s'appliquer la loi de Pareto, le 80-20, à un art martial ou tu vois, un style de combat, quoi. Il reste plus grand-chose. Ouais. Et 2, on retombe tous plus ou moins sur les mêmes choses. Ouais, il peut pas y avoir un prof qui va te dire non, il faut faire aussi le coup de pied sauté retourné, c'est hyper important parce que là, il en a besoin, le mec. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, c'est intéressant. Ça peut être une thématique intéressante à exploiter, justement, de voir différents styles, différents experts, leur dire, voilà, un peu ce que tu as dit là. Si tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, je sais pas, j'ai 1 semaine, parce que, 1 heure... on n'est pas des magiciens. Mais non, genre, c'est un bon exercice de réflexion quand même. 1 heure... 1 heure, tu vas peut-être lui donner que de la théorie, que des best practices. Te rapproche pas, utilise l'observation, analyse le lieu où tu vas, tu vois. De faire un truc comme ça, dire, OK, tu as quelqu'un qui vient et il a que 1 heure avant de partir dans un endroit où c'est chaud. Et après, peut-être faire la même question, mais avec 1 semaine, pour refaire ressortir d'autres trucs. Mais ouais, ça peut être intéressant. Je vais voir, tiens. C'est une piste rigolote à faire. Hein. Ouais, je te crédite. Mais on pourra le faire avec toi aussi, d'ailleurs. Avec grand plaisir. Du coup, voilà, on va revenir un peu sur ton parcours. Yes. Pourquoi le Krav Maga ? Pourquoi le Krav Maga ? Pourquoi et comment ? J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 8 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, donc ça fait quelques années. Et à 8 ans, on réfléchit pas trop. En général, les parents, ils t'emmènent au club de karaté le plus proche ou au club de judo le plus proche. Et d'ailleurs, c'est les seuls qui acceptent très souvent les enfants assez jeunes. 8 ans, c'est pas encore assez jeune, mais peu importe. Karaté, judo, machin, pour les enfants, c'est classique, quoi. Ouais. Et je fais ça jusqu'à l'âge de 13-14 ans. 13-14 ans, première agression de rue. Et là, choc total, incapable de rien faire. Ouais. Pas bouger, je peux pas parler. Je regarde l'agression. Alors, j'ai eu un peu de bol parce que c'est mon frère qui s'est fait frapper. Les mecs avaient 18-20 ans. Ils m'ont pas touché, mais bon, ils sont acharnés sur mon frère, mais moi, j'ai rien fait, tu vois. Et quand j'ai été après l'agression, mon frère, lui, il a dit c'est la vie. Hein. Ouais. Tant pis. Hein. Lui, ça n'a rien changé pour lui. Et moi, j'ai dit, mais merde. Mais je peux pas, en fait, c'est pas possible. Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, je suis incapable de rien faire. Il y a un truc qui va pas dans mon enseignement, dans mon apprentissage, okay, dans l'enseignement que j'ai eu. Et donc, je suis parti à la quête. La quête du système de combat ultime. Ouais. Et j'ai essayé. Ouais, c'est ça. Ou au moins qui répondent à mon problème. J'ai essayé la boxe thaï, j'ai essayé le jiu-jitsu traditionnel, j'ai essayé le penchak, j'ai essayé le kali, j'ai essayé plein de trucs. Et un jour, je suis tombé sur le Krav. Déjà, tu as eu de la chance de trouver tout ça avant que tu es de la région parisienne comme moi. On a cette chance-là parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a une offre assez riche. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ouais. Mais ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, je faisais de la route. J'avais pas de problème à faire 1 heure, 1h30 de métro pour aller de l'autre côté de Paris pour m'entraîner. Mais voilà, je rencontre le Krav Maga. Et là, c'est la première fois que j'ai peur à l'entraînement. Tu vois, alors,
on peut dire est-ce que c'est bien d'avoir peur ou pas, mais en tout cas, moi, avec mes besoins à ce moment-là, je me suis dit, putain, je retrouve tu vois, cette peur boule au que j'ai ventre. vécue, quoi. Ouais. Exact. Quand ce qu'on appelle les combats durs, tu vois, où le prof, il met un casque, il prend un élève, il met face à face avec 10 mètres entre les deux. À mon signal, vous courez l'un sur l'autre et vous vous tapez pleine bourre. Ouais. Et t'avais J'ai- quel âge, du coup, à merde. ce moment-là? J'avais 16 ans. Ok. 16-17. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je retrouve l'angoisse de la rue. C'est ça, je dois aller là-dedans, quoi. Parce que plus je vais être exposé à ça, plus je vais apprendre à maîtriser, et plus je vais apprendre à me rassurer, et plus je vais apprendre à contrôler ça. Donc j'ai adoré. Et, C'était avec qui? C'était entre amis. Entre Et amis? ouais, c'était entre amis, c'était pas avec une organisation officielle. Et bon, c'était un peu. C'était un groupe de bagarreurs, quoi, en fait. Ouais. Le prof, on sait pas comment il avait été formé, mais peut-être Ouais. c'était celui qui frappait le plus fort. Donc, il avait été désigné prof. Et voilà, tu vois, je te parle de ça en 97, Ouais, ce que j'allais 98. dire, quoi. à cette époque-là, le Krav Maga, il y avait pas beaucoup. Ouais, il y avait pas beaucoup. Même à Paris, il y en avait pas beaucoup. Et t'avais pas Facebook, YouTube, Ouais. machin, où en 2 secondes t'as les infos, quoi. Donc C'est ça. c'était vraiment. C'était karaté Bushido et tu feuilletais la fin avec la liste des Exact. clubs, quoi. Exact. Le carnet d'adresse. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai adoré. Je me suis intéressé beaucoup plus au Krav Maga. Krav Maga, c'est d'origine israélienne. Mhm. Et j'ai décidé de partir vivre en Israël. D'immigrer en Israël et de prendre la nationalité israélienne. T'avais quel âge à ce moment-là? Et ben 18 ans. Tout rond. 18 ans tout rond. Ouais, ouais. Et alors, comment ça a été reçu par tes parents? Très mal. Ils t'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? T'es pas bien à la maison? Ouais, ça a été pas très bien reçu. Bon, alors je l'ai un peu joué fine en disant je vais aller faire mes études en Israël. Au moins, j'avais déjà la première partie. Hmm. Et après, quand je suis arrivé en juillet en Israël. Au mois de novembre, j'étais à l'armée, tu vois. Ouais. Donc, je les ai appelés. Je leur ai dit, finalement, je vais décaler les études. Alors, Donc, depuis le début, t'avais prévu. Depuis le début, j'avais prévu l'armée. Ouais. J'avais l'armée en ligne de mire, mais voilà, ça passait mieux. Alors, comment ça se passe pour justement réussir à intégrer l'armée en Israël c'est quoi les démarches? Parce que c'est un pays un peu hermétique quand même. Moi, j'ai pris la nationalité. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as la nationalité, il y a l'obligation de faire l'armée. Ok. Pour les hommes comme pour les femmes. Donc, eux, ils étaient surpris que je sois aussi motivé en disant je viens d'arriver, je veux rentrer. Je dis tu veux pas attendre un petit peu? Peut-être t'apprends un peu plus la langue parce que ça fait que quelques mois que t'es là. Peut-être que tu fais une année de préparation pour être sûr de ce que tu veux. Non, je veux vraiment rentrer. J'avais envie d'aller au cœur du système, tu vois. Je croyais que c'était à 16 ans qu'ils commençaient le service là-bas. 18. Ah ouais? 18, Il me semblait que les hommes, post-bac. ils faisaient 2 ans, 3 ans. 3 ans pour les hommes et 2 ans et demi pour les femmes. Mais donc après le bac. Ok. Ouais, J'avais cette image qu'à 16 ans, ils commençaient, je sais pas pourquoi. Non, t'es en post-bac. Par contre, à 16-17 ans, il y a déjà des recrutements pour savoir où tu vas aller. Donc en fait, l'armée organise ce qu'on appelle Yom Sayarot, la journée des commandos. Toi, t'es début de terminale, tu vois. Tu peux très bien aller passer les tests de sélection pour déjà être pré-inscrit à une unité commando. D'accord. Okay. Donc après, c'est dans la culture israélienne. L'armée, très souvent, ça revient quand tu as un job après l'armée. Une des premières questions qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu as fait à l'armée, quoi. Ouais. En France, c'est pas très bien vu d'avoir fait l'armée, c'est pas très bien vu. C'est pas spécialement valorisant. Ouais, c'est pas valorisant. En Israël, je sais un peu moins aujourd'hui, mais à une époque, les boîtes préféraient recruter des anciens commandos ou des anciens combattants parce qu'ils savent que les mecs, ils ont le mordant, ils ont la détermination, ils vont pas lâcher, ils ont la compréhension de ce que c'est qu'un groupe, une famille, et que même si c'est pour un cabinet d'avocats ou un cabinet d'expertise comptable, la personne qui a démontré un certain courage dans une situation sera plus efficace dans le travail. Ouais, en termes de, je pense, de mental et tout, quand tu as eu ça à développe faire, des belles capacités. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, les gens qui recrutent après dans le milieu du travail, tu dis, s'il a réussi à faire face à des situations comme ça, il devrait pouvoir bien gérer Il va pas lâcher le dossier, il va pas lâcher le client, il va être déterminé. Ouais, non, c'est vrai, ça rassure. Et même après, dans le milieu... Dans tes amis, le milieu social, etc. C'est une des premières questions. T'étais où à l'armée? T'as fait quoi? Tu connais un tel, etc. Alors, comment ça se passe l'armée là-bas? Écoute, ça se passe bien. Moi, j'étais dans une unité combattante. Ouais. Et c'est toi qui décides ou c'est eux qui te l'imposent? Moi, j'ai demandé l'unité combattante qui me plaisait. En fait, t'as 3 choix. Ouais. Et eux, en fonction de leurs besoins, ils t'envoient dans un des 3 choix. Donc moi, c'était Nahal, l'unité combattante qui m'intéressait.
C'est une des unités d'infanterie qui tourne très bien. Ouais. J'ai été accepté, donc je suis parti là-bas. D'accord. Et je commence mes classes, donc de 6 mois. Et au bout de quelques semaines, eh ben, on a un instructeur de Krav Maga qui vient nous donner un cours. Et là, choc ultime, je vois un mec avec un t-shirt où il y a marqué dessus « Instructeur de Krav Maga ». J'ai dit « Merde !» Alors le mec, il a un t-shirt, c'est qu'il a peut-être une légitimité, quoi. Pas comme mon prof à Paris où, parce qu'il tapait plus fort, c'était le meilleur. Et j'ai été le voir et je lui dis moi aussi, je veux devenir instructeur. Donc déjà, il m'a dit d'abord, tu te calmes. J'ai dit oui, pardon, mais je veux devenir instructeur. Et il m'a dit après, c'est pas facile. Il y a très peu de formations par an. Je crois qu'il y a 2 ou 3 formations par an. On prend les meilleurs. Il faut avoir un bon background en sport de combat. Il y a des tests de sélection, etc. Demande à ton commandant. Et à partir de ce moment-là, j'ai saoulé mon commandant nuit et jour pour partir là-bas. Le mec voulait pas parce que lui, il perd un combattant, tu vois. Il m'a dit ouais, on verra plus tard quand tu auras fini tes classes. Bon, moi, tu sais, quand t'es jeune, t'es obsessionnel. C'est tout, maintenant, tout de suite. Je peux pas attendre. Donc, je l'ai saoulé et ils m'ont libéré. Ils m'ont envoyé à la formation instructeur et j'ai fait la formation pendant 4 semaines. Ça s'est hyper bien passé. Et j'ai fini major de promo de la formation instructeur. D'accord. Donc, j'étais vraiment content, fier. Tu vois, je voyais les échelons, quoi. Depuis le moment où je m'étais fait agresser jusqu'au moment où je découvre le Krav Maga, je pars vivre en Israël. Et puis, enfin, tu vois, genre le Graal ultime, quoi. Je deviens instructeur dans le pays où le Krav Maga est né, quoi. Alors, ça se passe comment, cette formation de 4 semaines, concrètement à quoi ressemblaient les journées? Les journées étaient longues, très, très longues. Les souvenirs que j'en ai, globalement, c'est que tu dors très peu. Bon, comme dans tous les stages militaires. Et la deuxième chose, c'est que tu fais des gardes tout le temps. Donc ça aussi, c'est spécifique militaire. Donc ta nuit, elle dure 4-5 heures. En plus de ça, il y a quelqu'un qui vient te réveiller pour dire c'est ton tour de garde pendant une demi-heure. Donc rhabille-toi, va en poste et va te recoucher pour le peu de temps qui te reste. Et l'autre chose, c'est du sport non-stop, quoi. De 6 heures du mat jusqu'à 23 heures non-stop. Entraînement du matin, entraînement du soir, c'est de l'entraînement physique. Et après, toute la journée, c'est pratique du Krav Maga, pédagogie, apport théorique, bioméca, tout ce qu'il faut savoir, quoi. Ok. Parce qu'en même temps, alors du coup, très très intensif. Et en même temps, alors c'était peut-être une version justement plus centrée sur l'efficacité. Mais comme tu me disais, il y a beaucoup de grades. Tu te dis en 4 semaines, même ultra intensive. En militaire, le cahier technique, il est tout fin, quoi. Ouais, c'est ça. Le cahier technique, c'est vraiment l'objectif. Tu transformes un soldat le plus vite possible en quelqu'un d'efficace. Ok. Vraiment, c'est ça. Donc, niveau technique, je pense qu'on a appris une dizaine ou une vingtaine de techniques. Par contre, c'était toute la journée du combat, de l'agressivité, des parcours stress. T'as travaillé les yeux ouverts, maintenant tu vas travailler les yeux fermés, t'as fait les yeux fermés, et bah super, tu vas gravir cette montagne et maintenant tu vas faire la défense après avoir gravi la montagne. Ah super, maintenant tu vas nager dans l'eau, tu vas revenir et tu vas refaire la même défense. C'est-à-dire qu'on va te faire 150 000 scénarios différents pour voir si ton mouvement il est intégré et que même en te réveillant la nuit, tu puisses le faire, quoi. Sous stress, sous fatigue. Sous stress psychologique, sous stress parce que y a 10 personnes qui avancent face à toi, tu dois traverser la foule et après tu dois faire le combat. Enfin, il y a voilà, une espèce de créativité incroyable pour les exercices où tu t'approches du vomi. Mais c'est efficace. Okay. C'est efficace et c'était une très très belle aventure. Moi, j'en ai fait 4 des formations instructeurs dans ma vie. C'était la formation la plus difficile et la plus enrichissante. Après, il y avait vraiment ce lien avec le drapeau, ce lien avec l'uniforme, le lien avec l'origine du Krav Maga. Donc, voilà, c'était assez fort pour moi. Et alors, derrière, ça te fait aboutir directement sur un poste de formateur dans l'armée, c'est ça? Ouais, exact. Après, je suis retourné dans mon unité, l'unité Nahal de combattants, et j'ai été affecté aux classes des unités combattantes, donc les gens qui rentrent dans Nahal pour 3 ans. Pendant les 6 premiers mois, ils ont les classes, et je donnais des cours de Krav Maga. Et Nahal a une spécificité aussi, c'est que certaines unités commando hyper prestigieuses, type Chayetet, c'est l'équivalent des Navy Seals en Amérique. Je crois qu'en France, c'est l'équivalent de Commando Hubert ou quelque chose comme ça. Font leur classe aussi là-bas. D'accord. Donc, j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec eux et puis avec d'autres unités. Et ça aussi, c'était une opportunité incroyable. Et alors, dans l'armée... cette détermination, quoi.
Est-ce que dans l'armée, du coup, parce que dans le civil, entre guillemets, quand t'es un jeune prof, parce que là, t'avais quel âge à ce moment-là? 19. 19, justement. T'arrives, instructeur de Krav Maga à 19 ans dans l'armée. Les gens, t'as le titre, donc ils te respectent d'office, ou alors t'as senti, genre, toi, t'es quand même un petit peu jeune. D'abord, ils sont plus jeunes que toi. Ouais. Ils ont 18. Ouais, Donc moi, j'ai 18 et demi ou 19. Je suis déjà plus vieux. T'as très, très peu dans l'unité dans chaque groupe qui ont 21, 23 ans. T'en as très peu. T'as quelques cas, mais les 80-90% sont plus jeunes que toi, même si c'est de 6 mois. La deuxième chose, c'est t'as le rôle de l'instructeur. Et la troisième chose, c'est j'ai été formé pour être dur. Ouais. Et après, dans ma façon d'enseigner, j'étais hyper dur. Et plus je m'adressais à des unités spécialisées, plus j'étais dur. Et certaines unités, j'avais le commandant de l'unité qui était à côté de moi. Ouais. Ça veut dire que je voyais pas ça chez les combattants, par exemple. Mais dans les unités d'élite, le mec était à côté de moi non-stop. Et il me soufflait à l'oreille plus fort. Pousse-les encore. Pousse-les encore. Pourquoi? Parce que lui, en permanence, il teste ses gars. Tu vois, je crois que leur formation de base à ces unités, c'est 2 ans. Unité combattante, c'est 6 mois. Eux, c'est 2 ans. Et après, ils enchaînent sur 3 ans sur le terrain. Pendant 2 ans, le soldat, il est disséqué, mais chaque mouvement, quoi. Ouais. Parce que même sa façon de se brosser les dents, il le regarde en se disant, est-ce qu'il se brosse les dents avec combativité, avec détermination. Enfin, c'est juste hallucinant. Je te raconte une histoire. Un jour, il n'était pas là, le commandant. Je donne mon cours de craft, tout va bien. Et bien sûr, dans la soirée, il vient me voir en me disant comment ça s'est passé. Je dis, ouais, ça s'est bien passé. Juste, un tel, je trouve un peu faible, quoi. D'accord. Cours d'après, le mec, il est plus là. Et je vais voir le commandant, je dis, il est plus là, un tel? Et il me dit, non, tu nous l'as signalé, on l'a observé toute la semaine, on l'a jeté. Je dis, merde, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que toi, tu te rends pas compte que... Ça pardonne pas. Ouais, ça pardonne pas, et je comprends pourquoi ils font ça. Alors, à mon avis, je suis pas l'unique responsable, tu vois, j'ai peut-être mis la puce à l'oreille. Mais en tout cas, il y a ce niveau d'exigence, parce qu'après, la mission, ça pardonne pas, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu es sur le terrain, que tu fais une incursion, que tu es en territoire ennemi, si tu as un doute sur un mec, ça va pas, quoi. Ouais, surtout que oui, là-bas, l'armée, elle a de fortes chances de se retrouver dans des situations réellement dangereuses. Voilà, donc c'est un contexte compliqué, donc c'est normal d'avoir un niveau d'exigence, quoi. Très élevé. En tout cas, ça n'avait pas de prix d'un point de vue expérience, quoi. Tu vois, souvent on me disait à cette époque, mais t'as pas les boules de pas être en France, je sais pas, toute ta famille en France, tes amis sont en France, t'es tout seul, t'as du mal avec la langue, quand c'est le week-end, t'as personne enfin, je veux dire, tu vois, j'étais vraiment tout seul, quoi. Et je dis franchement, comparativement à ce que j'apprends, à ce que je vois, à ce qu'on me donne l'opportunité de faire, ça, y a pas de sujet, quoi. Il y a des femmes dans les unités combattantes ou pas? Il y a maintenant des unités combattantes de femmes. Ouais. Et de ce que j'ai entendu, alors ça remonte encore, ils essayent ou ils font des tests pour voir s'ils peuvent mettre des femmes à certains niveaux comme pilote de chasse ou dans certaines unités commando. Mais d'accord. Parce que c'est vrai que c'est quand même un pays où effectivement toutes les femmes passent par 2 ans et demi de service quand même. Quoi. On a beaucoup de femmes dans tout l'encadrement par contre. Professeurs de tir, professeurs dans tout ce qui est tactique, etc. Parce qu'apparemment elles sont plus intelligentes que nous. Donc, ou peut-être qu'elles réfléchissent plus que nous. donc du coup, les femmes sont vraiment à un très haut niveau. Alors après, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu restes combien de temps en Israël? Alors j'étais parti pour une carrière militaire. J'étais parti pour... mon but, c'est continuer à enseigner le Krav Maga, puis après sortir et intégrer d'autres unités spécialisées, peut-être dans la police ou dans d'autres sphères. Et un jour, je vais m'entraîner. Enfin, je suis à l'entraînement. On a une épreuve de combat. Je tape. Il y a un mec qui attrape ma jambe. Et le casque, le protège-dents, la langue, le machin. Je lui dis, lâche-moi la jambe. Il lâche pas ma jambe. Il tourne avec. Bim, gros crack. Et je me casse la gueule. Je me relève. Je dis, viens, on continue que avec les poings. On continue que avec les poings. Et pour faire l'histoire un peu courte, je vais chez le médecin, rupture totale du croisé antérieur. Ouais. Pas la bonne chose à ce niveau-là.
Et il faut savoir qu'à l'armée, on t'attend pas toi, quoi. Hmm. Il y a de l'humain, évidemment, mais je veux dire, t'es plus dispo, il y a des milliers d'autres personnes qui sont prêtes à prendre ta place, quoi, puisque dès que les gens ont 18 ans, donc l'histoire de c'est pas grave, va en convalescence, puis on fait une opération, et puis après on te fait la rééducation, etc. C'était pas trop ça. Donc un gros coup au moral sur merde, en fait, tous mes rêves, tous mes objectifs, tout est en train de s'effondrer. Je suis rentré en France, peut-être c'était une erreur. Je me suis retrouvé dans ma famille, ma copine, mon machin, et puis j'ai réfléchi, j'ai dit bon, j'arrête. J'arrête, ça aura fait 1 an et demi, donc j'aurais fait la moitié, c'est pas mal. J'ai fait beaucoup de choses, mais je rentre en France. Pourquoi tu dis c'est peut-être une erreur? C'est peut-être une erreur. T'es content d'être là où t'es aujourd'hui? Oui, mais alors à l'époque, tu as du mal à savoir, tu vois. Moi, j'ai mis des années avant d'accepter. C'est un peu similaire, je pense, à quand un champion se blesse. Ou, tu vois, moi, j'étais il y a 2 semaines avec une fille qui était en pro en foot. Et pareil, elle s'est blessée le genou. Aujourd'hui, elle est personal trainer. Bon, est-ce qu'elle est plus heureuse maintenant ou est-ce qu'elle aurait été plus heureuse si elle avait continué le foot en pro? On peut pas savoir. Moi, je me suis un peu soigné en me disant peut-être que j'aurais pris une balle dans la tête si j'étais resté là-bas. Bon, t'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment, t'es jeune, 20 ans, où tu te dis merde, tout mon monde s'écroule, quoi. C'est parce que c'est le fait de pas avoir choisi qui fait que c'est une sorte de boucle qui se ferme pas, quoi. C'est-à-dire que t'avais prévu cet avenir-là pour toi, et puis on te l'a retiré, mais c'est pas toi qui as décidé. Du coup, t'as toujours ce petit coin dans ta tête qui te dit qu'est-ce qui serait passé si j'avais pu continuer. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je suis rentré en France. Et alors, donc, qu'est-ce que tu fais une fois arrivé en France? Eh ben, aussi donc, bizarre que ça puisse paraître. Ouais, je déprimais, je savais pas trop quoi faire. Et il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit attends, Manu, t'étais à l'armée, t'as enseigné aux unités commando, tu nous donnes des cours de Krav, hein. Et j'ai dit, ah bon, mais ça vous intéresse? On était en 2002-2003, encore un peu flou, tu vois. Et les mecs me disent oui, donc je commence à enseigner comme ça. Donc, cours particulier, un gars, il adore. Un 2e cours particulier, un 3e, un 4e, jusqu'à ce que j'ai une journée pleine de cours particuliers. Je fais une 2e journée pleine. Je me dis, merde, il se passe quelque chose là. Les gens aiment bien mon enseignement, et puis moi, j'aime bien enseigner, quoi. Donc, je continue et finalement, j'ouvre une école de Krav. Donc, une école à Boulogne-Billancourt. Ok. 100% Krav. Et alors là, c'est quand même un autre univers. Est-ce que tu as fait un boulot pour adapter tes cours? Parce que le contexte dans lequel toi, tu as appris, tu as été formé, justement, tu disais, plus j'avais une unité d'élite, plus j'étais dur. Et là, je me retrouve avec des civils qui sont pas du tout dans cet état d'esprit. C'est ça. C'était marrant. Est-ce que au départ, tu as voulu faire comme à l'armée et tu as vu que ça risquait de pas aller ou... J'ai des souvenirs où je réanimais mes élèves en cours. Les élèves qui, tu vois les yeux qui tournent, blancs, etc. Je dis, ah merde, peut-être tu vas trop fort là. Et les premières personnes même que j'ai formées à l'époque, les premières fois où j'ai fait les formations instructeurs, ils me disaient, tu te rappelles comment t'étais dur avec nous? Je dis, oui, c'est le temps de s'assouplir. Après, t'as un peu de sagesse aussi. À 40 ans, t'es plus sage qu'à 20 ans. Mais ouais, j'ai adapté. J'ai vraiment bien adapté. Je me suis beaucoup formé dans le civil aussi. J'ai beaucoup pratiqué dans le Krav Maga civil. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la différence donc, tu disais, il y a beaucoup, paradoxalement, ça qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup plus, un cahier technique beaucoup plus épais dans le civil que dans l'armée, tu vois. Et enfin, moi, j'y vois une sorte de paradoxe, tu vois, même si je comprends pourquoi, parce que, comme on l'a dit, en fait, il y a peu de techniques qui réellement vont pouvoir être applicables et les militaires vont avoir cette capacité à accepter de refaire tout le temps la même chose. Ça fait partie de leur boulot, quoi. Là où les civils ou les gens en loisir, ils vont moins le faire, mais du coup, c'est rigolo parce que de se dire, eux, en fait, un civil, il va connaître beaucoup plus de techniques qu'un militaire, quoi. Exact. Souvent, j'ai eu la question, mais par rapport à l'armée, où je me situe? Je dis, d'un point de vue technique, t'es bien plus haut qu'eux. Ah, tu vois le sourire sur le visage. Par contre, efficacité, tu te fais démolir en 2 secondes. Ah merde, c'est pas possible. Le paradoxe, parce que du coup, on se dit aussi technique égale efficacité, mais en fait, trop de choix, parfois, tue le choix, quoi. C'est ça.
Il y a ça, et puis surtout, bon, on a 4 piliers chez nous. On a la technique, on a la tactique, on a le physique et on a le mental. Et on essaye de faire grandir les gens sur les 4 piliers. À l'armée, on n'essaye pas de les faire grandir sur les 4 piliers. La technique, au final, on s'en fout, quoi. Donc, le mental, c'est le plus important. Le physique, il est travaillé tout le temps parce que les mecs, ils sont sous activité non-stop. Et après, la tactique, c'est pas moi non plus qui m'en occupais à l'armée, quoi. La tactique, c'est tout ce qui est... c'est l'instructeur de tir, c'est l'instructeur de tactique. Donc, moi, au final, j'avais qu'un seul rôle, c'était pour en faire des machines de guerre, quoi. Ok. Un civil, tu vas beaucoup plus insister sur la tactique. Comment se positionner dans la rue, comment parler avec quelqu'un, comment observer, où je vais m'asseoir dans un restaurant, tu me parles mal, qu'est-ce que je te réponds, enfin, tu vois, tout ce qu'on disait au début. Donc ça prend aussi du temps dans le cours. Le civil, on va tout faire pour désengager. Le militaire, quand il va chercher un terroriste, il va pas essayer de lui dire « Bonjour monsieur, comment ça va ? Je suis désolé, excusez-moi, oui, c'était votre place de parking. » Donc, c'est pas les mêmes besoins non plus. Et alors après, l'histoire s'arrête pas là parce que donc t'as ton club à Boulogne. Ouais, j'ai mon club à Boulogne. Pendant combien de temps ? Plus ou moins 4 ans. Ok. C'est un exercice qui me plaît bien, mais tu vois, j'étais encore beaucoup avec mes anciens démons, avec ce qui s'était passé à l'armée, avec est-ce que je suis content, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis pas content, est-ce que j'ai envie d'autre chose. Donc j'ai fermé le club et j'ai commencé les études. J'ai fait des études d'ostéopathie. J'avais envie d'avoir un diplôme. Ça, je pense que c'est un ancien combat avec mon éducation où papa et maman avocats, ça marche pas si toi t'as pas de diplôme, tu vois. Donc je me suis dit merde, il faut quand même que j'ai quelque chose au cas où. Tu sais, les parents ils disent toujours non, il faut que tu aies ton diplôme au cas où. Au cas où quoi en fait. C'est bon, peu importe. Oui, bah ça c'est l'éducation. Exactement. Fais tes études et après tu feras ce que tu veux. Non, c'est mieux de faire ce que tu veux d'abord en fait, parce que comme ça t'es plus heureux et t'as plus de chances de réussir, quoi. Exactement. Surtout que si tu fais tes études, souvent ça conditionne ce que tu vas faire derrière, ou alors ça veut dire que t'as perdu ton temps. Exact. Alors j'ai choisi un truc qui était intéressant, l'ostéo, parce que j'ai fait des ponts tout de suite avec le Krav. Maintenant, je suis un expert pour les points vitaux. Je sais où passe chaque nerf du corps humain. Même pas. Mais voilà, donc ça m'a intéressé pour l'anatomie, la biomécanique, la patho, etc. Mais après, le métier d'ostéo, il me passionnait moins que ce que je fais dans le Krav, quoi. Parce que c'est quand même long, les études d'ostéo. C'est 5 ans, 5 ans. 5 ans. 5 ans en temps plein. Et moi, je faisais temps super plein parce que je faisais l'ostéo la semaine, quelques cours de Krav le soir et des stages partout en France le week-end. Donc tu continuais à être actif en tant qu'instructeur quand même de Krav. J'ai sous forme de stage. Jamais lâché ça. Exact. Plus sous forme de stage. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'aimais bien voir les gens peu. Par rapport à un club où tu les vois tous les soirs, moi, je trouvais ça cool de voir plus de monde, mais moins souvent que le même nombre de personnes, mais plus souvent. Et aussi, ça m'a permis encore d'enrichir mon expérience, quoi. Est-ce que c'était souvent les mêmes personnes que tu revoyais ou alors c'était à chaque fois des personnes différents? D'accord. Toujours des gens différents. Tu faisais pas un suivi sous forme de stage, quoi. Ouais, mais c'est des gens différents qui viennent. D'accord. C'est des gens différents qui viennent. Et puis j'allais dans pas mal de pays. J'ai été en République tchèque, j'ai été en Angleterre, en Allemagne, en Argentine, en Amérique. Tu vois, j'ai enseigné un peu partout. Et les gens, tu les revois pas. Et est-ce que tu vois des différences, justement culturelles dans l'attitude des gens dans les cours, tu vois, ou la dureté qu'ils peuvent avoir, ou t'as peut-être des histoires un peu rigolotes sur ça. Il y a sur la dureté et il y a sur ce que les gens acceptent. Et moi, j'ai d'autres passions que le Krav, et on m'avait déjà dit ça et je l'ai retrouvé dans le Krav. Mais en gros, la phrase, c'est si tu sais enseigner au public français, tu sais enseigner dans le monde entier. Parce que c'est les plus durs, c'est les plus râleurs, c'est les plus chiants. Mais c'est peut-être les plus touchants, tu vois. Mais quand je vais en Pologne, par exemple, ou dans les pays de l'Est, il n'y a pas un bruit, tu vois. Les mecs se plaignent pas. En France, tu fais des entraînements sur du parquet, tu dis on va faire un peu de sol. Ah, et quand même, ça fait mal, les genoux au sol, machin. Moi, j'ai fait des formations instructeurs pendant 24 jours en Pologne, sur du parquet. Il n'y a jamais eu une personne qui s'est plaint, quoi. Les mecs polonais, j'en ai eu pas mal dans mes cours. C'est une culture, tu vois. C'est une culture, C'est le mec, il a le nez en sang. Tu lui dis va te nettoyer, il fait non, c'est bon, je continue le combat.
Parfois en France, mec qui prend un petit coup, je fais pas de généralité, mais tu vois, tu vois un petit peu les culturellement, les cultures, tu vis pas les choses de la même manière. C'est rigolo ça. Quand j'étais en Argentine, c'était un autre défi. Il fallait être capable de dormir peu. Parce que quand on va manger à 23h et qu'après on va juste boire le café à 1h du matin et qu'après on va juste boire un dernier verre à 3h, c'est chaud pour être sur le tatami à 8h du mat, mais c'était aussi top, quoi. Ah, ça c'est rigolo du coup d'être confronté à une richesse comme ça culturelle et devoir adapter sa pédagogie à différentes cultures, tu vois. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais toi donc t'es expert international et tu faut avoir cette capacité d'adaptation, de dire, bon, ok, ça, c'est tel type de public. Il faut que j'y aille de cette manière-là parce que le but, c'est pas d'aller dans la confrontation ou d'aller à l'opposé de leur manière de fonctionner. C'est d'arriver à la finalité qu'on veut, c'est leur enseigner qu'on est venu leur enseigner, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un challenge, quoi. Ouais. Et alors, tu fais donc ces études d'ostéo, t'essayes un peu d'être ostéo. Ouais, j'ouvre un cabinet pendant quelques mois. Puis un jour, je suis assis comme ça à mon bureau et je me dis, merde, ça va pas là, t'es en train de passer à côté de ta vie là. C'est pas bon. Tu réalises la vie que tes parents ont voulu que tu réalises pour toi. Alors, ostéo, t'as le stéthoscope autour du cou et la blouse. Moi, ma mère, elle était comme ça, tu vois, avec des cœurs dans les yeux. Est-ce qu'elle a une photo de toi comme ça, encadrée mon chez fils elle ostéo. Avec la blouse et le stéthoscope. C'est ça. Tandis que le Krav Maga, ça a toujours été, mais je comprends pas ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas si toi, t'as reçu un peu les mêmes choses par rapport au sport. Moi, j'ai eu de la chance, mais ils ont rapidement compris. Ils m'ont laissé la chance d'aller au bout de ce que je voulais, en me disant tout le temps, ce serait quand même bien. Ils voulaient que j'ai au moins mon bac, que j'ai même pas eu parce que j'ai pas voulu. Bravo. Ouais. Non, j'ai fait en sorte de même pas l'avoir. C'est un peu honteux, hein, mais j'ai fait exprès parce que j'avais prévu de partir en vacances. Je savais que je l'aurais pas sans rattrapage et je voulais pas aller au rattrapage parce que je voulais partir en vacances. Donc j'ai fait exprès de foirer les maths. J'ai juste tiré un trait, j'ai attendu l'heure pour me partir, tout ça. Bon, voilà, donc un peu la déception pour mes parents, mais j'ai pas rempli ma part du contrat. Ils m'avaient dit, au moins tu vas jusqu'au bac et tout, mais non, ils m'ont soutenu. J'avais 15 ans ou 16 ans peut-être, quand j'ai dit je veux devenir prof d'arts martiaux et tout ça. Et ils m'ont mis dans une école privée hors contrat avec 2 horaires. Il n'y avait pas de sport-études, tu vois. Top. Et donc, ils m'ont mis dans une école privée hors contrat où je pouvais aller m'entraîner le matin, rentrer, machin. Dans l'école, ils avaient même modifié les horaires de la classe pour moi et tout. Donc, c'est cool. Tout le monde n'était pas très content parce qu'on finissait tard à cause de moi, les jours où j'avais des entraînements le matin. Mais voilà. Et non, ils m'ont laissé ma chance. Même si ma mère... quand ça a été dur, tu vois, j'ai ouvert mon club les premières années, pendant longtemps, je gagnais rien, tout ça. Faudra peut-être que tu penses à faire autre chose, si ça marche pas, ça revenait un peu trop souvent, tu vois. Et moi, j'avais mon objectif et voilà, j'ai pas lâché. Mais j'ai pas eu en tout cas trop ce problème-là. J'étais depuis tout petit passionné d'arts martiaux, de bagarre, j'adorais tous les films d'action, les armes. J'avais des livres sur les armes. Je connaissais tous les types de pistolets, machin, tout ça. Bon, au plus grand regret de mon père qui était un ancien hippie, tu vois. Love, peace, tu vois. C'était tellement loin de lui. En même temps, il a fini par se lever avec moi le matin, rester avec moi la nuit pour regarder Mike Tyson, machin et tout, tu vois. Donc, il est rentré dans ton monde. Ouais, il est rentré dans mon monde. C'était un peu un monde de violence, mais les années 80, c'est un peu les années de les films d'action violents, c'est les Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Bronson. J'avais des posters de tous ces gens-là dans ma chambre partout. Tu vois, Van Damme après les années 90, tu vois, enfin, c'est quand même Chuck Norris. Voilà, il y avait Jackie Chan, machin et compagnie, mais qui était pas exactement pareil, mais bon, on avait un côté un peu, tu sais, quand même violence, quoi. Ouais. Et moi, j'étais à fond là-dedans, quoi. Ça m'a dirigé vers ça, quoi. J'ai une époque où j'étais intéressé je m'étais renseigné pour rentrer aussi dans la police et le raid ou les trucs comme ça. J'avais pas une bonne vue, du coup, a priori, c'était pas tellement possible pour moi. Puis après, c'est vrai que j'ai vraiment eu été accroché par la fibre des arts martiaux et j'aimais bien quand j'expliquais, j'aidais un débutant
à y arriver et tout. Je me suis dit, putain, j'aime bien transmettre, tu vois. Ouais. Et voilà. Du coup, j'ai suivi ma voie et je m'y suis tenu, quoi. Mais donc, ouais, là, c'est plus pour parler de toi. On a fait une petite aparté. Moi, ça m'intéresse. Mais ouais, non, j'ai pas trop rencontré ce problème-là. Ouais. Du coup, là, tu te retrouves à me poser fois, ces questions là. Voilà. Et à nouvelle fois qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. Annoncer à tes parents. Bon. Ouais. Bon, à cet âge-là, c'était moins. Ouais, je m'en foutais un peu, bien qu'il y ait eu pas mal de gens qui m'ont dit mais t'as pas fait tout ça pour rien. Ouais. Je dis mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est de l'expérience. C'est ça. C'est de la connaissance, la compétence. Et puis le diplôme, je l'ai, il est accroché au mur. Si un jour je veux retourner en ostéo, je pourrais. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je me suis dit j'adore les stages, j'aime enseigner, j'aime transmettre. Et ben on va vraiment créer une grosse organisation de Krav Maga où je vais former des profs et on va vraiment propager ce système dans toute la France. Et donc, c'était il y a 4-5 ans, pour moi, le vrai tournant de professionnalisation. Où j'ai dû me former sur tout ce qui est marketing, sur tout ce qui est vente, sur tout ce qui est communication via la chaîne YouTube, via Facebook, etc. Parce que j'étais un bon prof. Je suis un bon enseignant, je suis un bon pratiquant. Mais voilà, tu peux être le meilleur que tu veux. Si jamais tu ne sais pas te vendre... C'est ce que je dis souvent et c'est vrai que c'est dans notre milieu, alors c'est pas le seul, mais c'est vrai que dans notre milieu, c'est quelque chose qui est assez ancré que on devrait faire ça pour quasiment que la passion. C'est une sorte de vocation, le vieux maître qui accepte les élèves. Tu vois, enfin, non, enfin, déjà pour moi, c'est un métier. Donc, si c'est un métier, par définition, tu dois te faire payer pour ce métier, sinon c'est pas un métier. Exact. Moi, je dis toujours aux gens, je suis un professionnel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et tu dois être professionnel si c'est un métier. Mais voilà, donc si t'es un professionnel, il faut forcément que tu aies les moyens d'être professionnel, tu vois. Et tout ça aussi, ça te permet aussi souvent d'améliorer l'expérience de tes élèves aussi, tu vois, parce que... Bien sûr. Toi, tu peux continuer à te former. La valeur que t'apportes, elle est beaucoup plus élevée. Tu peux continuer à te former, tu peux t'impliquer à fond parce que t'as pas d'autres soucis. Tu peux te concentrer que sur ça. C'est ce que tu fais à plein temps. Et tu peux être que meilleur, en fait, parce que... Et sur le plan technique, mais sur le plan pédagogique, tu vois. C'est ça. Moi, je dis toujours, en comparaison à la majorité des profs qui, en fait, donnent 2 cours, 3 cours par semaine en plus de leur boulot... moi qui donne 15 heures d'une époque 20 heures de cours par semaine depuis 2000, je suis à plus de 13 000 heures de cours donnés. Il y a la majorité des profs, ils arriveront jamais de toute leur vie à autant d'heures de cours, tu vois. Donc après, si souvent on me dit que je suis pédagogue, c'est pas spécialement parce que je suis plus doué pour la pédagogie et tout, c'est que j'ai tellement d'heures au compteur que j'ai eu tellement de situations, de problèmes à résoudre en cours et à constamment essayer de trouver comment mieux transmettre, que les gens ils comprennent plus vite, plus facilement, mieux. Bon, voilà, et au fur et à mesure, t'affines. Mais c'est les heures, quoi, surtout, qui font ça, quoi. L'expérience. L'expérience. Et plus tu peux en faire, plus tu l'accumules rapidement, tu vois. C'est ça. Donc, sans marketing, l'expérience, ça va être plus dur. Tu vois, hein, si t'es pas vraiment un prof, si t'as pas d'élèves. Moi, j'ai connu vraiment des gens avec des capacités hors normes qui ont fermé leur club parce qu'ils ne voulaient pas se mettre au marketing. Ils considéraient le marketing comme quelque chose de sale ou oui. Alors que j'ai pas envie de m'y mettre. Tu vas fermer ton club en fait parce qu'avec 5 élèves, tu peux pas tourner en fait. Et le club il ferme. Oui. Et on se prive d'un excellent instructeur, tu vois, d'un excellent instructeur. Mais parce que c'est trop dur pour lui. Souvent, ce qu'on peut se dire, c'est au contraire, c'est une sorte de devoir. Si on arrive à impacter la vie des gens, on sait que ce qu'on fait, ça peut parfois, dans les meilleurs cas, transformer des vies, mais en tout cas, souvent, ça fait du bien aux gens. C'est une sorte de responsabilité de réussir à toucher le plus de monde possible, tu vois. Et c'est pas pour c'est pas de l'appât du gain ou quoi que ce soit, mais si tu veux en vivre aussi, c'est normal d'être payé, quoi. Je sais qu'en France, on souffre pas mal de ça. Tu vas aux États-Unis, une salle de JJB, 150 € ou 200 € le mois. Ça choque personne, quoi. Mais c'est parce qu'en France, même si d'un côté, je comprends, et on peut pas dire que c'est pas bien, mais on a le sport associatif, qui est très bien pour l'accès au sport, on va dire à grande échelle, mais le problème, c'est que c'est une sorte de concurrence déloyale pour les salles privées. C'est ça. Parce qu'une salle privée ne peut pas pratiquer les mêmes prix qu'une salle municipale qui n'a ou un prof qui a 0 frais.
Nous, on a tellement de frais à payer. Encore, en plus, moi, j'ai fait le choix depuis le début d'être en société et pas en association. Donc, je suis assujetti TVA, à et tout ce qui TVA, va les avec. impôts sur la société et tout ça. Et ouais, t'as vraiment des marges qui sont ridicules, tu vois, Ouais, en faisant des prix beaucoup plus importants. Les gens ils se disent ah ouais, t'as vu les prix qu'il fait et tout, mais en fait, tu sais pas derrière Ouais, ce tout qu'il ce faut que t'as à payer, quoi. Et ce qui te reste à la fin, c'est pas tant que ça. C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dur parce qu'on a forcément le contraste avec 150 €, 200 € l'année. Pour l'année. Voilà, C'est tu ça, vois. exactement. Et les gens, ils comprennent pas vraiment la différence, tu vois. Il y a déjà une différence de valeur. Hein. Ton club, il est top, c'est propre, t'es ouvert tout le temps. Une salle municipale, t'as tout de suite beaucoup plus de freins, quoi. Ouais. Alors oui, c'est gratuit pour l'association, mais Noël, t'es fermé, les vacances scolaires, C'est t'es ça. fermé. Il y a une activité dans le stade, le crave, il saute parce qu'il y a le match de basket ou peu importe. Donc, c'est pas non plus la même valeur, mais c'est un vrai combat, quoi. Ouais. C'est un vrai combat. C'est difficile en France de vivre des arts martiaux. Mais moi, j'essaie de tout faire pour appuyer ça, quoi. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je trouve que tu as un parcours hyper intéressant, mais le fait que tu vois, ce qui va justement en repousser ou rebuter certains, de se dire, il fait de la communication et tout ça. Moi, au contraire, ça m'attire parce Ça que je t'a trouve plu. que... Bah oui. Ouais, parce que voilà, on voit que tu vas dans une direction de quelqu'un qui est professionnel C'est et ça. qui fait ce qu'il faut pour en vivre, tu vois. C'est ça. Et c'est au contraire, c'est tellement une prise de risque, les gens ils se rendent tellement pas compte en fait de la prise de risque que c'est, tu vois. C'est déjà la différence entre salariat, entrepreneuriat, tu vois. Je dis pas que les entrepreneurs sont plus courageux, mais il y a quand même une notion de prise de risque, d'avoir de certitude de ce que tu auras à la fin du mois, que beaucoup de gens sont pas prêts à accepter ou arriveraient pas à gérer, tu vois. Et en plus, quand tu vas dans un milieu comme le nôtre, où il y a finalement extrêmement peu de personnes, comme tu disais, qui arrivent à en vivre en faisant que ça, c'est un choix et un pari hyper risqué, tu vois. Parfois, je reçois des commentaires par email ou sur la chaîne YouTube en me disant ah ben en fait, tu fais une proposition commerciale, tu veux qu'on achète ton cours en ligne à 49 € ou peu importe. Et je dis oui, et alors? Bah oui. Et alors? Il me dit non, mais telle organisation, ils font pas ça. Je fais ouais, mais quelle organisation vous donne 300 vidéos gratuites sur la chaîne YouTube? Ah ouais, t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça. Mais oui. C'est-à-dire que les gens, pour le gratuit, ils vont rien dire. Par contre, tu demandes une fois 49 €, c'est c'est un scandale, tu fais ça pour l'argent. Tu dis bah non, en fait. Ouais, mais c'est vrai que les gens... Mais parfois, le donner trop de gratuit, au final, ça peut avoir un impact presque négatif. Parce que les gens sont habitués à avoir le gratuit. Et du coup, ils se disent, bah non, pourquoi je paierais, tu vois. Avec l'autre fois, j'ai un mec qui me disait, c'est dommage, là, ton programme Shadowboxing King, tu devrais mettre quelques séances gratuites pour qu'on se fasse une idée, machin et tout. Je fais, bah écoute, j'ai déjà... toute la chaîne J'ai YouTube, j'ai plus de 600 vidéos gratuites Ça sur te ma chaîne suffit pas. YouTube. Je pense que tu peux déjà te faire une idée de si ce que je fais, ça te plaît ou pas, tu vois. C'est ça. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Mais bon, il n'avait pas réfléchi, c'était pas méchant spécialement, tu vois. Mais c'est ça le pire, c'est que c'est pas méchant, c'est que c'est l'instinct qui parle. Je dis, non. Bon, voilà, en fait, c'est un autre combat et ça me plaît, quoi. Ça me plaît de combattre et puis j'aime ça. Et quand je donne les formations instructeurs de 24 jours, 8 heures par jour, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Quand j'enseigne, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie sans travailler. Ça aussi, ça va faire grincer des dents. Ouais, mais c'est vrai que moi, c'est souvent... sans avoir l'impression de travailler. Ouais, moi, c'est la sensation que j'ai aussi. Et j'ai souvent des fois des amis qui me disent, putain, t'as de la chance, toi, tu fais ce que t'aimes et tout. Mais c'est pas de la chance, j'ai choisi. C'est pas de la chance, exactement. Mais j'ai pris un t'as risque. choisi. Et deux, tu mets tout en place tous les jours. Là, on parlait tout à l'heure de comment tu gères la crise sanitaire, etc. C'est-à-dire, tu passes ton temps à créativer pour trouver des solutions. Quelqu'un qui est dans le salariat, chômage partiel, c'est fini. Il est à la maison avec Zoom, etc. Quand tu es vraiment entrepreneur, et encore une fois, dans cette niche du sport qui est pas facile et du sport de combat qui est pas facile, tu passes ta vie à essayer de trouver des solutions et à essayer de rebondir pour faire fonctionner la maison, quoi. Ah non, mais clairement, ouais. Mais c'est vrai que c'est... Bon, voilà. C'est un état d'esprit que tout le monde va pas réussir à accepter parce que... ça peut, et il y a des gens en fait qui le font et ça marche pas pour eux parce que cette incertitude ou ce risque qui plane sur toi, c'est trop pour beaucoup de personnes en fait, tu vois. Ça aussi, tu vois, tout à l'heure tu me demandais si culturellement j'avais vu des différences. Concrètement, comme quand je forme des profs en France
90% des gens que je forme, c'est l'idée du gymnase municipal dans la petite ville, etc. Quand je forme des profs en Amérique, tous, ils se disent « Ah, je veux ma salle, je veux mon centre, je veux mon accueil, mon machin, etc. » Tu vois, ils ont tout de suite la démarche entrepreneuriale, voilà, parce que c'est culturel chez eux. Après, il n'y a pas de bon ou pas bon. Il y a est-ce que tu es aligné avec tes valeurs, est-ce que c'est bien ce que tu fais, et est-ce qu'au final, les cours que tu donnes, ils sont pros, ils sont top, etc. Mais c'est marrant, c'est différent, c'est assez flagrant, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, je pense, lié au sport, au sport associatif en France. Quoi. Ouais. C'est ça qui fait qu'il y a cette vision du sport, même si ça change doucement. Mais à côté de ça, il y a les salles de fitness low cost. Enfin, tu vois, en France, le sport reste quand même une activité plutôt low cost. Tu vois. Ouais. On a eu quand même des salles de CrossFit. Ils ont réussi à se démarquer un peu. À plus de 100 € par mois et tout ça. On a maintenant, depuis quelques années... les salles de boxe haut de gamme. Ce que j'allais dire, les salles de sport, salles de boxe, sport de combat haut de gamme, à plus de 3 000 € l'année. Donc, ça se développe, tu vois. Ça se développe, mais la masse... l'inconscient collectif. Voilà. Ça va pas changer tout de suite, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, on sait qu'on touchera pas tout le monde et on touchera les personnes qui rentrent dans ce que nous on fait, tu vois, qui correspondent, en fait, quoi. Normal, faut accepter. Souvent, ça me fait penser à ce que souvent mes élèves ou certains de mes profs disent t'as vu ce qu'il a fait celui-là et t'as vu ce qu'il a fait ce concurrent et ce concurrent. Je dis moi je regarde pas les concurrents. La seule t'as un peu de veille concurrentielle évidemment pour pas sortir complètement du lot, enfin pas du lot mais de la trajectoire, mais je regarde pas mes concurrents et je m'adapte pas à ce qu'ils font. Ça veut dire mon système de pensée c'est apporte le maximum de valeur aux élèves, fais les choses du mieux possible, organise des stages qui ont jamais été organisés. Et après, il y a un prix à tout ça. Mais c'est pas parce que l'autre, il fait sa formation instructeur à 10 € que moi, je dois faire ma formation instructeur à 10 €, tu vois. Ça dépend de la valeur que j'apporte. Ça dépend de la transformation que j'apporte. Ça dépend du suivi que j'apporte. Et comme j'essaie d'être le meilleur sur le marché, en général, les instructeurs, ils sont contents de travailler avec moi, quoi. Toi, du coup, aujourd'hui, tu fais plus ou très peu de cours collectifs ou... J'en fais pas. T'en fais plus du tout. J'en fais pas. Des cours particuliers? Je fais quelques cours particuliers de temps en temps. Mais mon gros du travail, c'est les formations instructeurs, le suivi des instructeurs, c'est-à-dire les mises à jour instructeurs, etc. Les programmes de continuité, ça se dit en anglais, continuity program. C'est les sortes d'abonnements, en fait. Pour les instructeurs qui veulent une spécialisation, instructeur femme, instructeur enfant, etc. Et après, je fais quelques stages pour faire connaître l'organisation et pour développer certaines villes. Donc, c'est l'essentiel de mon travail. J'ai pas voulu réouvrir de club, simplement parce que comme je suis dans une politique de développement, je sais que si j'ai un club, il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour que le club il puisse monter, quoi, au moins les premières années, quoi. Alors que là, il y a beaucoup de villes en France où on n'est pas encore présent. Et si j'ai du temps, je préfère aller faire des stages dans ces villes pour commencer à développer la ville au niveau de la formation instructeur plutôt que de donner des cours sur Paris, quoi. Tu développes une franchise. Plus ou moins. Quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est des programmes de partenariat et d'affiliation. Et les gens dépendent du logo. Les gens portent nos couleurs à l'entraînement. Et les gens continuent à s'entraîner, à progresser avec l'organisation. Ouais. Mais tu leur donnes un programme. Tout à fait. On a un programme hyper strict. On a une façon de travailler. On a une pédagogie adaptée. On a un système de passage de grade spécifique. Ça, à piloter, c'est du boulot. Ouais. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que tu as plein de casquettes différentes, toi. Et moi, ça me va plus que juste enseigner. J'adore enseigner, mais j'adore faire du management aussi et parler avec mes instructeurs et organiser les choses et motiver les équipes. J'adore réfléchir à un nouveau programme et créer un nouveau programme et puis après le mettre en vente. Tu vois, c'est plus... y a une variété dans le travail, quoi. Et tu as fait... Donc là, on a le livre. Tu as sorti un livre. Tu as des programmes quand même pour les gens qui veulent... avoir de la technique hors instructeur en ligne aussi. Ouais, tout à fait. Et tu as les formations instructeurs. Voilà. J'ai écrit le livre Défendez-vous à la base, un peu pour répondre à la question dont on parlait tout à l'heure. Si j'ai qu'une heure, qu'est-ce que je fais? Si t'as qu'une heure, tiens, je te donne mon livre. Tu le lis dans l'avion pour aller là où tu veux et tu auras plein de choses. Ok, alors évidemment, les gens qui critiquent, ils vont te dire c'est pas avec un livre qu'on apprend. Oui et non, moi je dirais. Ça dépend de ton objectif. C'est ça. En fait, parce qu'il y a plein de choses, les gens ils réalisent pas à quel point parfois
une idée C'est ça. Peut te peut sauver changer, la vie. changer, Ça change complètement la changer trajectoire. tout, même, je veux dire, même ton mode de pensée. Ouais. Les gens, ils pensent que il faut que ce soit quelque chose d'énorme pour qu'il y ait un changement énorme. Yes, c'est Alors ça. que parfois, un petit truc peut te faire... c'est-à-dire juste, tu tournes la facette, tu la regardes sous un autre angle et d'un seul coup, tu fais... Enfin, genre, Ouais. t'as un nouveau monde qui s'ouvre à toi, C'est tu ça. vois. Et donc ça, on va dire, c'est plus dans une vision méta globale, quoi, de la vie, mais et de ce que tu veux faire, que ce soit professionnel, sur ton propre développement personnel et tout ça. Mais dans la self-défense, effectivement, connaître quelques notions de base, mais c'est juste une vision des choses, de se dire, bah ouais, en fait, quand on te provoque, pourquoi répondre? Pourquoi répondre? Exactement. 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 Et de faire des sortes de ce qu'ils appellent souvent les Américains des aha moments, tu vois, Ouais, c'est genre ça. des moments de révélation un peu. J'aime pas ce mot révélation parce que ça fait un peu religieux en français, mais je sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Mais voilà, des moments où tu dis ah ouais, en fait, mais ouais, pourquoi, tu vois. C'est ça. Et bim, il t'en suffit de quelques-uns comme ça. Et ça peut Au ça moment, peut au te moment sauver, de quoi. l'agression, si tu te rappelles de Mm. ça, ça peut sauver ta vie. Ouais. Mais souvent, C'est, il y a, moi, ça m'est arrivé, pas spécialement dans les sports de combat de ça, mais dans la vie, d'un seul coup, de réaliser un truc et t'as plus de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est pas comme un truc que t'as besoin d'entraîner. T'as compris Ouais, un c'est- truc, tout à fait. tu l'as réalisé, Tout à fait. Il y a eu tu un point sais de que bascule. voilà. Et ça y est, c'est maintenant ta vie, elle a changé parce que ta vision, elle est différente. T'as pas besoin d'être. Enfin, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un rappel pour certains trucs, mais t'as vraiment des trucs comme ça, les moments, tu vois, d'éclairage Ouais. où tu réalises un gros truc, mais qui peut venir de quelque chose de tout petit. Souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Et clairement, ce côté-là, moi, j'ai longtemps été aussi à répondre aux agressions, les gens. Là où je grandissais, on se croisait, si on se regardait des yeux, celui qui voulait pas lâcher le regard au dernier, et on finissait par lui, qu'est-ce que t'as, machin. Allez, mais des trucs qui servent à rien, tu vois, des trucs débiles. Et quand tu finis par dire, mais je m'en fous, en fait. Pourquoi Ouais, en fait pourquoi je m'en fous de ça? Le En combat fait, des yeux. Voilà, et en fait, ça change complètement ton mode de pensée, et ça te Ouais. passe dessus, tu vois. Et du coup, ta vie, elle est vachement plus sympa, parce que t'as plein de provocations que tu revois même plus ou qui te glissent dessus, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'un livre comme ça peut être déjà un bon point de départ. Exactement. Et moi, je me suis dit, quelqu'un qui a pas d'argent, qui a pas de cours de Krav, qui a pas de ressources autour de lui, il a bien 15 euros pour investir et pour essayer d'augmenter son niveau de compétence. Donc, Non, j'ai c'est voulu que sinon, vraiment... il est pas- c'est que- il est pas- ça. il veut pas vraiment, sinon. Et t'as quand même des gens qui me disent 15 euros, c'est cher quand Ouais. même. Je dis, ah, ça suffit. Ouais. Ça suffit. Je sais pas sur quoi ils jugent la valeur, mais souvent, C'est ça. pour beaucoup de personnes, quand le prix est pas bon, c'est qu'en fait, c'est que c'est pas pour eux. C'est pas C'est pour juste. lui, exactement. Donc Ouais. j'ai fait ça. Après, j'ai voulu aider un peu plus les gens, donc j'ai proposé des cours en ligne, ce qui a la formule un peu plus élevée. Mhm. Ça dure plus longtemps, il y a du visuel, etc. Et puis après, les gens qui ont un peu plus de capacité, qui ont un peu plus d'argent à investir, qui ont plus de temps, et ben il y a les stages réguliers. Et puis après, il y a tous les cours dans toutes nos salles qu'on a en France, quoi. Et dans tes formations instructeurs, est-ce qu'il y a un prérequis où n'importe qui peut se dire, tiens, moi, c'est, je sais pas, il t'écoute là sur le podcast, si t'as envie de devenir instructeur Krav Maga, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il ait pratiqué déjà avant ou il peut se lancer Alors, dans une formation Pour l'instant, comme on est en phase de développement, j'accepte 2 types de profils. Et le premier profil, c'est les gens qui ont fait 3 ou 4 ans de Krav Maga. Mhm. Et le deuxième profil, c'est les gens qui ont fait 3 ou 4 ans de sport de combat, Ok. avec une préférence pour les gens qui ont fait des sports de combat à percussion. Ouais. Karaté, boxe, etc. Parce que beaucoup de notre travail repose sur les percussions, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Mhm. Mais j'ai eu des gens qui m'ont appelé en me disant j'ai fait 20 ans de judo. Ouais. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très bien, hein, 20 ans de judo, j'ai aucun souci, même s'il a été champion du monde de judo. Le problème, c'est qu'il a jamais mis un coup de pied ou un coup de poing de sa vie. Il a jamais frappé sur les pattes d'ours, il a jamais frappé dans le bouclier, etc. Ça va être compliqué. Mhm. Donc, Ok. et je dis pour l'instant parce qu'à terme, quand on sera suffisamment développé, le prérequis, ce sera d'avoir fait 3 ans de Krav Maga. D'accord. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Bah, écoute, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Yes. J'ai pas surveillé l'heure, mais je sais que tu as un impératif derrière. 19h. Quelle Quelle heure est-il Pas l'heure ou non Bon, bah ça va, on est. Parfait. On a fait combien? On a on tourné est pas combien? mal. Bah, on va conclure comme ça. Hein? C'est bon pour aujourd'hui? C'était cool? Allez, Top. merci. Merci beaucoup, Greg.